bonsoir à tous. Merci d'être connectés. Donc, il s'agit des webinaires de l'IHU qu'on essaie d'organiser à peu près 2 à 3 fois par an. Je remercie Arnaud Riff, Lionel Vander et Clotilde Miaglia qui organisent ces sessions de webinaires régulièrement. Et puis Arnaud, je te laisse la main pour introduire les présentateurs et puis et les sujets et organiser les questions. Oui, merci Fanny, bonjour à tous et à toutes. Donc on vous a proposé pour cette session un temps d'échange sur l'hypertension portale avec une approche à la fois sur la MVPS et la thrombose porte. Le docteur Sophie Pellegrin, donc, qui est pathologue à la Croix-Rousse, va d'abord parler du diagnostic et de la prise en charge médicale. Puis le docteur Judith Catella, qui est spécialisée en médecine interne et médecine maladie vasculaire sur l'hôpital d'Édouard Herriot, va nous présenter le bilan de thrombophilie. Et le docteur Angelo Della Corte nous parlera enfin de la place de la radiologie interventionnelle. Ce sujet est d'actualité. On a eu des recommandations de l'EASL qui sont sorties aujourd'hui, ce qui permettra de discuter un petit peu sur cet ensemble. Il y aura un temps de questions à la fin des topos, donc je vous laisserai mettre dans les commentaires vos questions éventuelles. Et Sophie, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, moi, j'ai pour mission de vous parler de maladies vasculaires du foie et de thrombosport en moins de 15 minutes. Donc, on va essayer d'aller à l'essentiel. Donc, les maladies vasculaires du foie, ça regroupe plusieurs entités différentes et elles résultent toutes d'une atteinte du système vasculaire hépatique. Donc, il peut y avoir des atteintes veineuses macroscopiques quand ça touche les veines hépatiques, donc le syndrome de Budd-Chiari que j'aborderai pas ce soir, et quand ça touche la veine porte. Il peut y avoir des atteintes artérielles, dont je ne parlerai pas non plus ce soir. Sophie, je me permets de t'interrompre, on ne voit pas ton diaporama. Merveilleux. Alors attendez, microscopique veineuse au niveau du foie. Et donc quand on parle d'atteinte microscopique, ça peut toucher les espaces portes, les sinusoïdes ou la veine centrolobulaire. Et puis donc on va parler plus spécifiquement des maladies vasculaires portosinusoïdales, dont les lésions histologiques primitives concernent les espaces portes. Donc quand est-ce qu'on peut faire suspecter une... Ça marche pas? C'est pas possible. C'est pénible. Pourtant, on avait essayé. Comme ça? Je passe comme ça, là? Là, c'est bon. OK. Donc, on en était là. On va parler des maladies vasculaires portosinusoïdales qui touchent donc les espaces portes. Donc, quand est-ce qu'on peut suspecter une maladie vasculaire portosinusoïdale? Il y a deux grands modes de découverte de la MVPS. Tout d'abord, les anomalies chroniques inexpliquées du bilan hépatique qui sont présentes dans 90% des cas. Et deuxième cas, l'hypertension portale sans cirrhose. Et dans ces deux cas, c'est essentiellement l'absence de cause d'hépatopathie chronique qui va faire évoquer le diagnostic de maladie vasculaire portosinusoïdale. En ce qui concerne les anomalies chroniques du bilan hépatique, elles sont variées. Souvent, c'est des perturbations qui sont très modérées, avec une élévation modérée des transaminases ou des phosphatase alcalines ou des gamma-GT. Et en ce qui concerne l'hypertension portale sans cirrhose, ce qui va faire évoquer le diagnostic, c'est évidemment le contraste entre une hypertension portale marquée et la présence d'une fonction hépatique qui est normale ou subnormale, un fibroscan qui est bas ou un gradient intrahépatique qui va être abaissé également, et puis à l'imagerie, un foie lisse sans atrophie du segment 4 ou même avec parfois une hypertrophie du segment 4. Il y a aussi donc associé aux maladies vasculaires portosinusoïdales des affections extrahépatiques dans 70% des cas, et donc ça peut être une façon aussi de suspecter ce diagnostic. Donc, pour faire le diagnostic de maladie vasculaire portosinusoïdale, la biopsie hépatique, elle est indispensable. C'est une maladie qui est rare, qui concerne environ 2 cas sur 100 000 habitants. Et c'est un diagnostic qui est difficile, qui nécessite parfois plusieurs biopsies hépatiques pour faire le diagnostic. La biopsie hépatique, elle nécessite de faire au moins 20 mm ou d'avoir 10 espaces portes, ou alors qu'un anapathe expert la juge adéquate. Pour faire on peut parler de MVPS quand sur la biopsie hépatique il n'y a pas de cirrhose et qu'il y a un signe histologique spécifique de MVPS. Et donc ça peut être la vénopathie portale oblitérante. Donc là on voit bien l'oblitération de la vénule porte dans l'espace porte. Ça peut être l'hyperplasie nodulaire régénérative, donc c'est un aspect un peu micronodulaire du foie mais sans fibrose, ou la fibrose septale incomplète.
On peut parler également de MVPS quand il y a donc une biopsie hépatique sans cirrhose, mais un signe spécifique clinique d'hypertension portale, avec soit des varices œsophagiennes ou gastriques, une hémorragie digestive liée à l'hypertension portale, ou bien des collatérales à l'imagerie. Et le dernier cas, donc s'il n'y a pas de cirrhose sur la biopsie, en présence d'un signe non spécifique d'hypertension portale, donc soit de l'acide, des plaquettes abaissées ou une grosse rate, avec un signe histologique non spécifique de MVPS, on peut poser aussi le diagnostic de maladie vasculaire porto-sinusoïdale. Donc les maladies extrahépatiques qui sont associées à la MVPS, je ne vais pas vraiment pouvoir les développer ici, mais globalement, il y a des maladies hématologiques comme les syndromes myélodysplasiques ou myéloprolifératifs, des maladies de système comme le lupus, la polyarthrite rhumatoïde, des infections un peu chroniques comme le VIH, certains médicaments comme l'Immurel ou certaines chimiothérapies, des états prothrombotiques qui peuvent être acquis ou génétiques, et des maladies génétiques comme le syndrome de Turner ou les téloméropathies. La prise en charge de la MVPS, donc on peut distinguer un peu deux présentations de la MVPS, les MVPS sans hypertension portale, et dans ce contexte-là, le risque de complications il est très faible. Il y a probablement quand même un risque de développer une hypertension portale ou une thrombose porte, donc probablement ces éléments à suivre, mais les modalités de suivi ne sont pas vraiment bien définies. Il n'y a pas de recommandation claire sur le rythme pour faire des gastroscopies ou des imageries dans ce contexte. Évidemment, le deuxième point important, c'est le traitement de la cause, comme on en a parlé pour les maladies extrahépatiques. Dans la MVPS avec hypertension portale, on va devoir donc effectivement dépister et prendre en charge l'hypertension portale. Et finalement, on va globalement faire comme dans la cirrhose, à la différence près qu'on ne peut pas utiliser les tests non invasifs de dépistage de l'hypertension portale dans la MVPS, puisque le fibroscan est abaissé. Mais il faudra évidemment mettre des bêta-bloquants en cas de varices, type C s'il y a besoin, etc. Donc pour la thrombosport, il y a un vrai risque de thrombosport dans la MVPS et c'est finalement ça qui va nous pousser à faire des échographies régulièrement, tous les 6 mois, dans les recommandations pour dépister la thrombosport et anticoaguler curativement en présence d'une thrombosport. Pour le CHC, il n'y a pas de dépistage qui est recommandé parce que c'est globalement une complication exceptionnelle. Et pareil, donc le traitement de la cause. En conclusion, les maladies vasculaires porto-sinusoïdales, c'est un diagnostic qui est difficile. C'est des maladies qui sont rares. Il faut y penser surtout en cas d'hypertension portale qui contraste avec une fonction hépatique qui est préservée, un fibroscan normal et l'absence de signes de cirrhose classique à l'imagerie. Pour faire le diagnostic, c'est un diagnostic histologique, donc il faut une ponction biopsie hépatique et il faut évidemment bien penser aux maladies extrahépatiques qui sont associées pour les traiter et les prendre en charge correctement. Alors, on passe à la thrombosport et on va se concentrer donc sur la thrombosport hors cirrhose. Donc, à l'inverse de la thrombosport qui survient lors d'une cirrhose, la thrombosport cruorique récente sans cirrhose, elle est volontiers symptomatique, avec souvent des douleurs abdominales, mais d'intensité qui peuvent être variées. Et donc, c'est pour ça que parfois, on découvre un peu tardivement la thrombose sous la forme d'un cavernome. Il y a volontiers un syndrome inflammatoire associé. Il peut y avoir aussi des anomalies modérées et transitoires du bilan hépatique. Et le risque principal, c'est l'ischémie mésentérique, qui survient dans 2% des cas. Et il y a un risque qui est plus important en cas de dense intestinale dilatée au diagnostic, de lactate augmenté à supérieur à 2 mmol par litre ou de défaillance d'organes. Les manifestations en présence d'une thrombose chronique ou de cavernome, le diagnostic il est souvent fait fortuitement parce que les patients sont souvent asymptomatiques dans 30% des cas. Après, le mode de révélation il est surtout axé sur l'hypertension portale qui peut être symptomatique ou non symptomatique. Et il y a quand même la rupture de varices œsophagiennes, c'est quand même 15% inaugural de la découverte d'un cavernome. Et une hypertension portale bien prise en charge avec une prophylaxie bien conduite expose quand même à une récidive de 50%, donc c'est une manifestation qui est quand même importante. Quand le cavernome comprime la voie biliaire principale, c'est la cholangiopathie portale, et donc ça peut se manifester par un ictère, un prurite, une angiocolite. Et c'est souvent une complication plus tardive. Et donc, il peut y avoir des récidives de thrombose, et donc il peut y avoir des manifestations de thrombose aiguë sur chronique, comme on l'a décrit précédemment.
C'est important de se poser la question s'il y a une hépatopathie sous-jacente parce que le tableau clinique et la prise en charge ne sont pas les mêmes. Donc, comme on l'a dit, en l'absence d'hépatopathie, les patients sont volontiers symptomatiques. Il n'y a souvent pas de cause de cirrhose au diagnostic. Il y a souvent un facteur local ou général qu'on met en évidence dans ce contexte. Le foie est normal à la différence de la cirrhose à l'imagerie. Le fibroscan est abaissé et il faut dans ce contexte-là faire un bilan de thrombophilie, ce qui n'est pas le cas de la cirrhose. Et donc, dans ces deux cas-là, quand il n'y a pas d'hépatopathie sous-jacente ou quand il y a une cirrhose bien établie, on n'a pas besoin de faire une biopsie hépatique. Et donc, la prise en charge, elle n'est pas tout à fait la même. L'anticoagulation, elle est vraiment indiquée et même urgente en l'absence d'hépatopathie chronique, alors que dans le cadre de la cirrhose, même si on anticoagule de plus en plus les thrombospores, elle peut être discutée en fonction du terrain, du pourcentage d'occlusion de la veine porte, etc. Et si on discute d'une recanalisation, en l'absence d'hépatopathie chronique, on peut se contenter d'un stent, alors que dans la cirrhose, il va vraiment falloir lever le bloc intrahépatique pour espérer une restauration du flux portal et donc une recanalisation. Si après donc, ces examens, on a un doute diagnostique sur la présence d'une hépatopathie ou si on suspecte une MVPS ou bien avant une recanalisation, il faut faire une biopsie hépatique pour pouvoir justement pouvoir prendre en charge les patients correctement. Les causes de thrombosport, je ne vais pas les détailler parce que ça serait l'objet probablement du topo suivant. Mais globalement, il faut retenir qu'il y a des facteurs locaux, d'infection, d'inflammation essentiellement, des maladies prothrombotiques et des causes plus générales comme la grossesse, la pilule, l'obésité. Donc le traitement de la thrombose récente, c'est une anticoagulation en urgence, donc au début de la prise en charge par HBPM idéalement, et puis qu'on pourra relayer par AVK ou AOD, sauf en cas de SAPL pour les AOD. Et en fait, cette anticoagulation, elle a quand même changé considérablement le pronostic des patients parce qu'elle a fait vraiment diminuer de façon importante le risque d'ischémie intestinale en prévenant le risque d'extension à la veine mésentérique supérieure. À moyen terme, ça va permettre la recanalisation porte dans 40% des cas et donc éviter que le cavernome se développe et les complications qui vont avec. Cette anticoagulation, elle doit être poursuivie pendant au moins 6 mois et on verra que dans certains cas, il faut la poursuivre au long cours. Et évidemment, comme on n'arrête pas de le dire, et c'est important de traiter la cause pour permettre une bonne prise en charge et éviter l'extension et la récidive. En ce qui concerne le cavernome porte, dans les recommandations actuelles, dans la mesure où le cavernome porte peut être difficilement daté et qui peut se développer en quelques semaines, en théorie, il faut débuter un traitement anticoagulant pour prévenir l'extension et éviter la récidive de la thrombose. Et puis, si il commence à avoir des complications symptomatiques du cavernome, il faut discuter la recanalisation porte, plus ou moins le TIPS en fonction du tableau. Et pareil, le traitement de la cause. Donc, j'ai essayé de faire un petit algorithme pour essayer de rendre les choses un peu plus claires et pour préciser un peu aussi, notamment la prise en charge un peu au long cours pour ces patients-là. Donc, si on diagnostique une thrombose porte récemment ou un cavernome, il faut faire le bilan, rechercher une hépatopathie chronique sous-jacente. En l'absence d'hépatopathie chronique, faire un bilan de thrombophilie et une coloscopie pour rechercher une cause locale, un cancer du côlon qui pourrait être responsable de cette thrombose. On anticoagule les patients pendant 6 mois et on traite la cause. À 6 mois, on refait un scanner. Et si on a mis en évidence donc, dans le bilan initial un facteur prothrombotique, si à la prise en charge initiale, il y avait une ischémie mésentérique, ou s'il persiste un thrombus de la veine mésentérique supérieure au scanner AM6, il y a une indication à poursuivre au long cours pour limiter le risque de récidive et d'extension, évidemment. Et en l'absence de ces 3 éléments, on arrête à M6, mais il est noté quand même que dans ce groupe de patients, dans les papiers, il y a probablement un risque de récidive de thrombose de 20% par an. Et donc, on essaye de cibler un peu les patients qui seraient les plus à risque de thromboser, de récidiver une thrombose. Et dans les recommandations actuelles, on considère qu'il faut faire des dédimères à 1 mois de l'arrêt du traitement anticoagulant et que si les dédimères sont inférieurs à 500, il y a un faible risque de récidive et qu'il n'y a pas d'indication à poursuivre le traitement au long cours. Dans les autres cas, ça se discute. Et sur le scanner AM6, il n'y a pas de réperméabilisation de la veine porte sur ce scanner. Il faut réaliser une gastroscopie à la recherche de varices œsophagiennes et les prendre en charge par bêta-bloquants si elles sont présentes. S'il n'y en a pas, il faut recontrôler à 1 an
Et s'il n'y a pas de varices, recontrôler tous les 2 ans pour dépister cette hypertension portale. L'intérêt d'un suivi par imagerie, eh ben, on ne sait pas trop. Le rythme, si c'est nécessaire de faire des imageries régulièrement, le rythme, on ne le sait pas trop. Ce qui est sûr, c'est que s'il y a de nouveaux symptômes, il faut faire un scanner pour rechercher une récidive. Et puis, comme on en a déjà un peu parlé, s'il y a des complications symptomatiques d'une thrombose porte chronique, il faut discuter la recanalisation et plus ou moins la pose du TIPS. Et donc, en conclusion, c'est important dans les thromboses portes de dépister s'il y a une hépatopathie chronique sous-jacente ou pas, parce que ça va changer notre prise en charge. La pierre angulaire, c'est quand même le traitement anticoagulant et le traitement de la cause, avec une durée qui va être adaptée, en fait, finalement, globalement, à chaque patient en fonction du terrain et de la présentation. Le risque le plus important dans la télépéressante, c'est évidemment l'infarctus intestinal, qui va vraiment avoir un impact important sur le pronostic du patient. Et pour la thrombose porte chronique ou le cavernome, donc c'est l'hypertension portale qui est vraiment la complication la plus importante et qui nécessite une attention importante. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie. On va laisser la parole au docteur Judith Catella, qui va nous présenter le bilan de thrombophilie. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis médecin vasculaire. Effectivement, moi, je vois plutôt les thromboses digestives une fois que le diagnostic a été fait. Et donc, on s'occupe un peu de faire le bilan et éventuellement d'aider à discuter sur la durée de l'anticoagulation. Donc, comme Sophie a présenté, je vous ai remis un peu un rappel sur les différents facteurs de risque de thrombose porte, les facteurs locaux, on en a parlé, les problèmes hormonaux, le problème de grossesse, de contraception, sachant que nous, on considère que la contraception, on peut la prendre en compte uniquement si c'est de la contraception, enfin, principalement si c'est de la contraception qui a été mise en place sur l'année précédente. Après, ça a un poids qui est moins fort. Il existe, mais il est moindre. Tout ce qui est thrombophilie, syndrome des antiphospholipides, on va en reparler après, et également les syndromes myéloprolifératifs. Et il y a également une petite place, notamment pour l'hémoglobinurie paroxytique nocturne, et on y reviendra. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quand même 40% de cas où, en fait, finalement, on n'identifie jamais la cause. Donc voilà ce qu'on fait, nous, quand on fait un bilan de thrombophilie, ce qu'on appelle standard. On va rechercher des déficits en anticoagulants naturels. Donc, en fait, vous pouvez prescrire protéine C, protéine S, antithrombine. En général, ces choses-là, vous les trouverez, enfin, ces déficits chez des gens qui vont faire des thromboses quand même assez jeunes. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas de place pour le bilan de thrombophilie chez les patients de plus de 50 ans. Dans ce cas-là, ce n'est pas un sujet, on n'en fait pas. On considère que si les gens avaient dû thromboser à cause du bilan de thrombophilie, ils l'auraient fait avant 50 ans. Et comme vous pouvez voir, je vous ai mis les incidences dans la population, c'est quand même assez rare. Également, vous allez rechercher des mutations des facteurs de la coagulation, le facteur 2 et le facteur 5 les donnent. Donc, ça, c'est des recherches génétiques, donc il faut signer le consentement génétique aux patients, il ne faut pas oublier. Et on considérera en fait que c'est pathologique uniquement si vous retrouvez des mutations qui sont homozygotes pour le facteur 2 ou homozygotes pour le facteur 5, ou alors le patient il peut avoir une double hétérozygosie, il peut être hétérozygote facteur 2 ou hétérozygote facteur 5. Si c'est les deux ensemble, dans ce cas-là, on considère aussi que c'est pathologique. Et enfin, on va également rechercher le syndrome des antiphospholipides. Donc, quand on recherche 3 choses. On recherche un anticoagulant circulant, des anticorps anti-bêta 2 GP1. Faites bien attention parce que des fois, ça peut vous revenir les résultats. Le seul truc qui compte dans la prescription, c'est les IgG et les anticorps anticardiolipides IgG aussi. On ne peut pas diagnostiquer de syndrome des antiphospholipides sans refaire un deuxième dosage à 12 semaines de manière systématique. Faites bien attention. Il y a différentes petites subtilités qu'il faut prendre en compte. Donc, je le rajoute. Déjà, on évite de faire le bilan de thrombophilie en aigu quand le patient il vient juste de thromboser parce que souvent, en fait, il va se mettre à consommer protéine C, protéine S, tout ça. Vous allez retrouver avec des facteurs, tout un tas de trucs qui peuvent être pathologiques qu'il faudra de toute façon recontrôler. Donc, l'idéal, c'est toujours d'être à 3 mois de la thrombose. Ensuite, il faut faire attention parce que des fois, les anticoagulants, ils peuvent modifier vos résultats. Donc, par exemple, la protéine C, protéine S, ils sont vitamine K dépendants. Donc, si le patient est sous AVK, ça va pouvoir modifier les résultats, tout comme d'ailleurs la cirrhose. Et c'est aussi des protéines qui sont diminuées par les hormones. Donc, pareil, si jamais c'est une histoire de grossesse, il faut toujours se laisser au moins 3 mois après l'accouchement, voire même un peu plus. Et après l'arrêt de la contraception, pour être vraiment certain de son résultat. Donc, il ne faut pas hésiter à recontrôler pour être certain. Et les anticoagulants circulants, en fait, on ne peut pas le doser chez des patients qui sont sous AOD.
Donc, soit vous le faites aux HCL, et dans ce cas-là, vous êtes tranquille parce que ils vont faire systématiquement une réversion au charbon au laboratoire parce qu'ils sont au courant. Sinon, si c'est fait en ville, en fait, si jamais c'est positif, vous êtes obligé de refaire soit après avoir arrêté les AOD, soit en CHU pour vérifier que c'est bien vraiment positif. Vous ne pouvez pas être certain. À l'inverse, si c'est négatif chez un patient sous AOD, a priori, vous êtes content si c'est négatif. Et de la même manière, ça ne peut pas être fait chez un patient qui est sous AVK s'il a un INR supérieur à 2. Donc, si on fait un peu l'arbre de ce qu'on est censé faire devant une thrombose porte, déjà, donc on regarde un peu la question, est-ce que c'est un patient de plus ou moins de 50 ans? Et donc, le bilan de thrombophilie, comme je vous ai dit, il a sa place que chez le patient de moins de 50 ans. Et là où chez le patient de plus de 50 ans, on va se poser la question de remettre à jour les dépistages. Donc, Sophie l'a évoqué tout à l'heure, éventuellement la coloscopie. Nous, en général, si on va déjà à la recherche de sang dans les selles, c'est déjà pas mal. Et puis, on fait aussi pour les femmes le frottis, la recherche éventuellement d'un cancer du poumon chez les fumeurs avec le scanner low dose. Et ça a été montré dans les études qu'a priori, on est aussi bon sur les dépistages du cancer en faisant des dépistages ciblés, enfin en remettant en jour les dépistages et en rajoutant éventuellement des examens un peu plus importants si jamais il y a un point d'appel clinique que de faire directement un scan TAP ou un PET scan. Ensuite, dans les recommandations, on vous demande également de faire de manière systématique la recherche de la mutation V617F de JAK2, y compris si le patient n'a pas d'anomalie à la NFS. Donc pourquoi? Parce que cette mutation, c'est la plus fréquente dans la polyglobuline vaquaise et qu'on sait que c'est un des facteurs les plus associés aux thromboses digestives. Et il y a une place pour les autres marqueurs de syndrome myéloprolifératif uniquement en cas d'anomalie de la NFS ou de splénomégalie. Donc, vous recherchez en fait la calréticuline, la mutation sur la MPL et également la deuxième mutation sur le JAK2 à l'exon 12. Et ça, c'est dans le cas où il y aurait un syndrome, une anomalie à la NFS. Pour rechercher la polyglobuline vaquaise, habituellement, on peut trouver la polyglobulie, une thrombocytémie essentielle et la myelofibrose primitive qui peut vous montrer des choses un peu différentes parce que vous avez des fois, ça peut être sur une leucocytose, une anémie ou une polyglobulie et des LDH élevés si parfois on les a dosés. Juste très rapidement, le JAK2, le MPL et la calréticuline, à chaque fois, c'est des protéines qui vont être impliquées en fait dans la prolifération des cellules souches hématopoïétiques. Et en fait, ce n'est pas nécessairement uniquement un problème de plaquettes qui vont être trop élevées ou de globules rouges, parce qu'il y a aussi des cellules endothéliales qui vont être pro-thrombotiques ou les leucocytes qui vont relarguer tout un tas de matériel qui va entraîner aussi l'activation des plaquettes. Donc, c'est vraiment une maladie de toutes les plaquettes. Et donc, ce n'est pas juste réduire les valeurs qui vont normaliser le problème, c'est des patients qui, après, auront une indication au long cours d'anticoagulants, même si on a normalisé leur valeur de NFS. Donc, rechercher un syndrome myéloprolifératif, en fait, ça coûte des sous. À chaque fois, c'est une centaine d'euros pour chaque anomalie que vous allez chercher. Et c'est pas dosé en ville. Vous pouvez pas enfin, c'est dosé en ville, mais c'est pas remboursé. Donc, si jamais vous le faites en ville, le patient, il va avoir 400 euros de sa poche. Donc, il faut bien penser à lui demander à le prescrire au CHU. Et donc, ça, c'est la petite fiche de demande qu'on a, nous, aux HCL. Donc, si vous avez une NFS normale, dans ce cas-là, on coche juste le V617F. Par contre, si sa NF est anormale, on va pouvoir aller plus loin avec les ondes 12 et la calréticuline de l'MPL. Ensuite, ce qu'il faut regarder également, c'est si le patient a des arguments pour penser qu'il pourrait avoir une hémoglobinurie paroxystique nocturne, donc sur des signes d'hémolyse à la biologie. On n'est pas censé le chercher en l'absence de signes d'hémolyse. Donc, je refais juste un petit rappel que ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Et des fois, c'est un peu le truc qu'on va chercher parce qu'on est un peu désespéré qu'on n'a rien trouvé. Mais il faut bien se rappeler que ça a de la place uniquement s'il y a une hémolyse. Des signes d'hémolyse. Donc, c'est rare, hein, c'est 600 cas qui ont été rapportés en France depuis 40 ans, donc il ne faut pas vous attendre à en trouver fréquemment. C'est une maladie génétique qui est acquise avec une mutation du gène PIK-A, qui est une cellule, enfin, qui est une protéine qui va être sur les différentes cellules et qui va les empêcher, en fait, d'être attaquées par le complément. Et donc, si la cellule n'est pas protégée, il va y avoir un effet de lyse. Donc, c'est une maladie qui évolue par poussée et on peut avoir une toute petite anémie jusqu'à l'aplasie médulaire. Pourquoi on dit hémoglobinurie? Parce qu'il y a une coloration foncée jusqu'à Porto des urines le matin. Et nocturne parce qu'en fait, l'hémolysie va se faire principalement la nuit parce que le sang est plus acide.
Et donc, vous aurez les signes biologiques d'hémolyse. Et le diagnostic se fait par recherche de clone HPN. Et ce coup-ci, par contre, c'est quand même moins cher parce qu'on est plutôt à 20 €. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette maladie, une fois sur 3, elle était diagnostiquée devant un cas de thrombose. Donc, ça peut être plus digestive ou thrombose veineuse cérébrale. Et enfin, si vous avez une anomalie à la NFS, mais que vous n'avez rien trouvé sur tout ce qu'on a fait avant, ça va être le moment de se rapprocher des hématologues et de leur poser la question éventuellement de faire une biopsie ossomédulaire ou de faire un NGS, un séquençage spécifique de gènes du syndrome myéloprolifératif. Parce que ce que vous pouvez voir, c'est que là, pour le thrombostémie essentielle ou la myélofibrose primitive, en fait, vous avez des fois où c'est triple négatif et il peut y avoir la pathologie sans ces mutations-là. Voilà pour tout. Vous avez tout présenté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Désolé pour les soucis techniques. Donc, mon rôle aujourd'hui, c'est un peu de parler du rôle du radiologue et notamment du radiologue interventionnel dans la prise en charge de l'hypertension portale non cirrhotique. Très rapidement, sur la définition, donc, la maladie portosinusoïdale qui en fait regroupe un peu des anciennes dénominations et qui consiste un peu dans des caractéristiques histologiques qui ont été discutées très bien par Sophie. La thrombose porte extrahépatique qui peut être secondaire à la thrombophilie, iatrogénie, par exemple chirurgie abdominale, une étiologie infectieuse locale, une pancréatite aiguë chronique. Dans les deux cas, on aura donc dans des critères pour le diagnostic des signes d'hypertension portale franche en absence d'hépatopathie et une discordance entre les signes d'hypertension portale et des altérations du bilan hépatique. Des petits rappels physiopathologiques qui peuvent être utiles ensuite pour la discussion radiologique interventionnelle. Donc, dans le contexte de l'hypertension portale non cirrhotique, en ce qui concerne la maladie vasculaire portosinusoïdale, celle-là est secondaire en augmentation des résistances intrahépatiques au niveau pré-sinusoïdal ou sinusoïdal, donc à ce niveau-là ou à ce niveau-là. Tandis que dans le cas de la cirrhose, on est sur un niveau sinusoïdal secondaire à un nodule de régénération. Pour la thrombose porte extrahépatique, le stade sera forcément pré-sinusoïdal, extrahépatique. Il faut noter, du coup, comme on a discuté tout à l'heure, que la thrombose porte en soi peut être une conséquence de la MVSP, avec une formation dans les deux cas d'un cavernum porte. Et donc, la peculiarité de l'hypertension portale non cirrhotique dans ce contexte, c'est que une thrombose porte se développant au sein d'une maladie non cirrhotique sera beaucoup plus rapidement en mesure de former un cavernum porte. Alors que dans le cas d'une cirrhose, on aura donc une thrombose porte, même dans les cas d'une thrombose porte chronique, on n'aura pas le même niveau de développement de cavernum porte, donc ceci peut être un argument pour orienter le diagnostic. En tout cas, c'est un argument très important en ce qui concerne la prise en charge thérapeutique en radiologie interventionnelle. Les signes cliniques ont déjà été discutés. On passe un peu à des aspects de radiologie diagnostique. Donc, le premier examen de dépistage, c'est l'échodoppler, qui nous permet d'analyser le flux porte en termes de direction, si c'est un flux hépatopète ou hépatofuge, sa vitesse, la présence de collatéral, la présence d'un cavernum porte, même si ce n'est pas forcément facile à identifier sur une échographie, la présence de l'oxygénomégalie, d'une acite et un premier bilan de morphologie hépatique. Morphologie hépatique qui ensuite peut être investiguée de façon plus détaillée sur une imagerie en coupe, notamment dans les cas d'un MVSP, on aura typiquement un parenchyme non cirrhotique, mais avec une hypertrophie très marquée des régions centrales hépatiques. Donc, par exemple, ici on voit les segments 1, les segments 4 sont très hypertrophiés, et une forte représentation de la vascularisation périphérique, de l'aspect périphérique des veines sus-hépatiques. Donc ça, c'est des aspects très en faveur de maladie vasculaire portosinusoïdale. L'imagerie en coupe nous permet de bien identifier et bilanter la présence d'un cavernum porte, de bilanter la présence d'une biliopathie porte qui était déjà suspectée sur la base, par exemple, d'un bilan biologique. Par exemple, ça c'est un cas de biliome intrahépatique, de cavernome avec compression de la voie biliaire principale. C'est un patient qui a été traité par prothèse endoscopique. Il faut bien sûr identifier la splénomégalie, les signes d'hypertension portale, donc les varices et la présence d'acide.
Et en particularité, en ce qui concerne l'IRM hépatique, elle peut nous permettre d'identifier un aspect d'hyperplasie régénérative avec des nodules qui sont visibles sous les séquences T1 et T2. Donc, ce n'est pas vraiment des critères diagnostiques, mais ça peut être des aspects qui peuvent aider notre ancillaire dans les diagnostics. La radiologie interventionnelle, donc dans le contexte de l'hypertension portale non cirrhotique, peut avoir une valeur diagnostique. On a discuté tout à l'heure, donc la biopsie hépatique est fondamentale pour le diagnostic MVSP. Elle peut être réalisée par voie transjugulaire ou transpariétale. Or, il n'y a pas une indication formelle de réaliser une biopsie transjugulaire chez les patients avec une hypertension portale non cirrhotique, sauf s'il y a les contre-indications typiques en biopsie transpariétale, notamment un bilan de coagulation perturbée ou une acite. Donc, l'hypertension portale en soi n'est pas une indication pour aller à la biopsie transjugulaire. Et ceci est très important parce qu'on sait que, comme on a discuté tout à l'heure, une bonne qualité de biopsie avec des fragments de moins de 2 cm qui représentent au moins 10 espaces portes sont nécessaires au diagnostic. Et je vous dis par expérience, donc la biopsie réalisée par voie transpariétale, par définition, peut avoir une qualité meilleure. Donc les fragments sont de plus grande taille. Et du coup, s'il n'y a pas une vraie contre-indication de la transjugulaire, il ne faut pas passer un transjugulaire. Ensuite, la mesure du gradient de pression hépatique par voie transjugulaire peut être intéressant dans les diagnostics, mais l'utilité, c'est vraiment juste pour dépister autre cause, parce que, en fait, un patient avec hypertension portale, on voit que s'il est en cirrhose, donc on aura un gradient très élevé, alors que dans la MVSP, le gradient portosystémique sera peu ou pas élevé. Donc le valeur médiane, selon la littérature, c'est sur le 7-12 mm/Hg. C'est vraiment pas une valeur très élevée. Quand est-ce qu'on rentre dans le jeu du traitement des patients avec une MVSP ou une thrombose porte extrahépatique? Bien sûr, la base, c'est qu'on ne traite que le patient symptomatique. On ne va pas traiter les patients sur la base d'une thrombose porte s'il n'y a pas de symptômes liés à l'hypertension portale, c'est-à-dire par exemple le saignement de varices, biliopathie portale, ou un fort hypersplénisme avec baisse importante des plaquettes. Les deux techniques principales, donc dans le cas d'un hypersplénisme avec baisse des plaquettes, on peut aller à l'embolisation splénique partielle. Dans les cas de complications liées à l'hypertension portale, qui sont intrinsèquement liées à la présence d'une thrombose portale plus ou moins étendue, et dans ces cas-là, suite à l'anticoagulation, bien sûr, comme on a été discuté, on peut aller à la recanalisation portale associée au TIPS. Alors, le premier chapitre, c'est l'embolisation splénique partielle. C'est une technique qui est vraiment peu décrite et peu réalisée dans le contexte d'une hypertension non cirrhotique. Ça, c'est une cohorte rétrospective entre 1998 et 2013, où il n'y a que 14 patients non cirrhotiques qui ont été traités par embolisation partielle. Ça marche très bien sur le taux de plaquettes, mais ça se complique très souvent, avec une mortalité qui n'est pas moindre. Donc, c'est vraiment une technique qu'on garde un peu pour des cas très sélectionnés. En ce qui concerne la thrombose chronique avec caverne non porte, donc on peut réaliser une recanalisation portale qui est un geste très difficile techniquement, avec pas mal de complications, qui peut se réaliser par voie transhépatique ou transsplénique, si on ne voit pas bien les branches intrahépatiques, et peut être associé à un TIPS. L'objectif, c'est du coup de restaurer le flux portal hépatique, réduire l'hypertension portale et ses complications, et idéalement préparer aussi une transplantation hépatique. Alors, la grande question de la journée, en fait, en ce qui concerne nous, quand est-ce qu'on associe une TIPS à une recanalisation porte? Ça, c'est une étude de 2023 qui était plutôt en faveur de ne pas réaliser un TIPS en association à une recanalisation porte. Ils ont pris rétrospectivement 54 patients non cirrhotiques qui ont été traités soit par TIPS plus recanalisation, soit par recanalisation toute seule, et ils ont noté dans leur étude monocentrique que dans les TIPS, il y avait des temps de procédure plus élevés et des effets indésirables graves beaucoup plus fréquents. Donc ça serait plutôt en faveur d'une recanalisation porte toute seule. En tout cas, selon la littérature, quand est-ce qu'il faut privilégier une recanalisation sans TIPS? C'est le cas des patients qui ont une thrombose symptomatique, mais qui n'a pas une extension intrahépatique. Également, c'est un patient jeune avec une fonction hépatique normale parce qu'on a tendance à privilégier un flux de type physiologique. On veut éviter un peu les complications qui sont liées
à la présence d'une TIPS, par exemple l'encéphalopathie hépatique sur le long terme. Mais techniquement, elle est compliquée. Donc, il faut piquer soit par voie transhépatique, soit par voie transplénique. Et on a deux éléments nécessaires pour la réalisation d'une recanalisation porte seule. C'est la présence d'une inflow efficace, donc un flux assez compétent au niveau de la veine mésentérique supérieure ou de la veine splénique, et des branches intrahépatiques, portales intrahépatiques perméables. Donc, ça nous permettra du coup d'avoir un bon inflow et outflow à travers le stent, et du coup, ce stent va pouvoir rester perméable. Dans le même temps opératoire, on va pouvoir emboliser possiblement des champs portosystémiques et des varices pour maximiser du coup l'inflow. Par contre, donc, comme on a discuté, quand est-ce qu'on associe une TIPS? Donc, ça, c'est le rationnel. Donc, une étude qui a été publiée en 2019, qui a montré que chez les patients qui ont été traités pour une hypertension portale non cirrhotique avec une recanalisation portale seule, le patient qui avait un réseau porte intrahépatique très grêle, selon une classification quantitative, eh bon, le taux d'échec ou de thrombose précoce s'approchait de 100%. Alors que dans les patients qui avaient un bon réseau porte intrahépatique ou un réseau porte intrahépatique grêle mais visible, le taux de thrombose précoce était de 8%. Donc, on peut se dire que si un patient a une extension de la thrombose au niveau intrahépatique avec absence d'outflow, eh ben, c'est une indication d'associer une TIPS à la recanalisation. Une autre indication peut être un cavernome d'allure ancienne avec une biliopathie portale, mais encore, il faut vraiment toujours visualiser les branches portales intrahépatiques et c'est en fonction de ça qu'on fait la décision. La technique est très compliquée parce qu'en plus des complications liées à la ponction transhépatique ou transplénique, il y a aussi le TIPS. Et c'est un TIPS qui est guidé par vu que le réseau porte peut être pas bien visible, on aura besoin de repères techniques, par exemple un ballon ou le lasso. C'est des spécificités techniques que peut-être c'est pas intéressant de discuter aujourd'hui. Et comme on disait tout à l'heure, donc le rationnel, c'est éviter le risque de thrombose précoce et de maximiser l'outflow. Donc l'outflow est donné dans ce cas-là, pas par le réseau porte intrahépatique, mais par la pression veineuse centrale. Et donc on sera sûr, on sera plus tranquille par rapport à la perméabilité du stent. Des spécificités concernant le TIPS chez le non-cirrhotique. Bon, le TIPS en général, il est mieux toléré que le TIPS chez le cirrhotique parce que les fonctions hépatiques sont typiquement normales. Donc, il y a un taux de mortalité plus bas, l'encéphalopathie hépatique plus baisse, donc de la moitié à peu près. Mais le risque de resténose du shunt est le même que le cirrhotique. Donc, une surveillance Doppler est quand même indispensable par Doppler tous les 3 mois et puis tous les 6 mois. Pour terminer, j'ai 2 cas cliniques qui peuvent être intéressants. Donc, ça, c'est un patient de 51 ans avec une thrombose mésentérique aux portes depuis 8 ans qui était décoagulé brièvement et compliqué d'un cavernon porte avec des symptômes, donc ascite et rectorragie. Donc, à l'imagerie, ce qu'on a pu identifier, du coup, c'est la présence d'un cavernon porte intrahépatique avec la présence visualisée à l'échodoppler de branches intrahépatiques perméables, grêle mais perméable, donc on est sous la classification B de l'étude qu'on a vue tout à l'heure, et surtout un axe veineux mésentérique supérieur et splénique de bon calibre et perméable. Donc dans ce cas-là, on a les 2 conditions pour une recanalisation porte, l'inflow et l'outflow. Et du coup, l'idée, c'était de faire une recanalisation porte sans TIPS. La ponction transhépatique est difficile parce que les branches portes sont grêles, donc il y a une hyperartérialisation. Donc ici, on voit il y a une pacification de réseau artériel en première intention, donc ce qui peut effectivement être à l'origine de complications. Ce n'était pas le cas, heureusement. Finalement, on a réussi à appliquer le réseau porte intrahépatique. On a réussi à franchir la sténose et mettre un stent avec des bonnes vitesses à travers le stent, l'échodoppler post-geste et une perméabilité à 18 mois de suivi. Donc ça, c'est un cas où la recanalisation porte seule a marché. Le deuxième dossier, c'est une maladie vasculaire sinusoïdale connue depuis plus que 10 ans, avec une HNR, une hypertension portale symptomatique. Dans ce cas, au Doppler, on voit que le réseau porte intrahépatique est perméable, mais le flux est inversé en raison de plusieurs champs de dérivation portosystémique. Dans ce cas-là, donc la ponction transhépatique, l'idée c'était de faire quand même une recanalisation porte en première intention. La ponction du réseau porte intrahépatique était
plutôt facile, mais il y avait énormément de chantes portosystémiques et de varices qu'il a fallu boucher donc, pour maximiser l'inflow et permettre du coup un flou hépatopète à travers le stent qui était posé. Par contre, dans ce cas-là, à J1, on a identifié une thrombose précoce du stent qui nous a amené du coup à reprendre les patients pour on pose du TIPS et emboliser un shunt spléno-rénal résiduel avec un bon résultat final et une perméabilité à 2 ans de recul. Donc, dans ce cas-là, on n'avait pas un bon inflow en raison de plusieurs shunts portosystémiques. L'outflow n'était pas forcément mauvais, mais c'est un cas où, pour maximiser la possibilité de perméabilité du shunt, on a dû passer au TIPS pour maximiser la différence entre, enfin, maximiser l'outflow et du coup la perméabilité du stent. Donc, pour terminer, l'ARI est impliquée dans l'algorithme global de prise en charge de l'hypertension portale chez le non-cirrhotique, donc soit sur le plan diagnostique et sur le plan du traitement. Il faut retenir du coup que pour la prise en charge de la thrombose portale chez le patient non-cirrhotique, les concepts d'outflow et inflow sont primordiaux pour la décision entre recanalisation porte ou recanalisation porte avec l'association de TIPS. Voilà. Merci. Très bien, merci beaucoup à tous les trois pour vos topos très clairs et le respect du temps de présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit sur le chat ou en prenant la parole.